Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette présentation. Aujourd'hui, on va décortiquer un truc absolument fondamental, la mécanique invisible de nos engagements, l'anatomie d'une promesse brisée. À chaque fois qu'un accord est signé, c'est comme si un fil invisible se tissait entre les personnes. Mais alors, qu'est-ce qui se passe exactement quand ce fil se tend à l'extrême? Et surtout, quand il finit par craquer? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir. On va déconstruire tout ça, rendre ces concepts juridiques hyper clairs en s'appuyant directement sur les bases du droit civil. Voici très rapidement le programme. Section 1, droits et obligations. Section 2, moyens au résultat. Section 3, la responsabilité contractuelle. Et pour finir, section 4, un cas pratique sur une histoire de croisière. Alors, quelle est la véritable différence entre un droit et une obligation? C'est le genre de question qui mérite qu'on s'y arrête 2 secondes. Souvent, dans la vie de tous les jours, on mélange un peu tout. On revendique nos droits haut et fort, mais quand on parle d'obligation, c'est tout de suite plus flou, on voit juste ça comme une contrainte un peu pénible. Et pourtant, en droit, il y a une frontière technique d'une précision chirurgicale qui sépare ces deux concepts, tout en les liant pour toujours. Section 1, droits et obligations. Les bases du contrat. Alors, ce qui est vraiment super intéressant avec cette diapo, c'est qu'elle nous montre qu'un contrat, c'est pas juste un bout de papier ou une case à cocher sur Internet. C'est l'origine même de nos pouvoirs et de nos devoirs juridiques. Un droit, c'est tout simplement le pouvoir légal d'exiger quelque chose, comme le droit de propriété, ou le fait d'être payé. Et de l'autre côté, l'obligation, c'est le lien juridique qui force une personne, le débiteur, à faire quelque chose pour une autre. Ce sont littéralement les deux faces de la même pièce. Et pour organiser tout ça, la loi classe nos actions en 3 grandes familles. C'est assez simple en fait. 1. L'obligation de donner, comme transférer la propriété d'une voiture. 2. Faire, ce qui veut dire accomplir une tâche ou rendre un service. Et 3. Ne pas faire, qui est une interdiction stricte, genre une clause de non-concurrence. Typiquement, dans une vente classique, l'acheteur a l'obligation de payer, donc de donner, et le vendeur a l'obligation de livrer. Ce principe de miroir est assez bluffant. On a le droit, qui est un pouvoir juridique, face à l'obligation, qui est un devoir. Si on prend l'exemple d'un prêt de 1 000 €, le prêteur a le pouvoir d'exiger son argent. Et ce pouvoir, il reflète très exactement le devoir strict de l'emprunteur de rembourser la somme. C'est vraiment la base absolue de tout rapport juridique. Section 2. Moyens au résultat. Le niveau d'effort. On passe à la suite. Une fois le contrat signé, jusqu'à quel point on doit faire des efforts pour remplir sa part du marché? Est-ce que faire de son mieux, ça suffit? Ou est-ce que le succès est obligatoire? Eh bien, le droit a 2 réponses. D'un côté, l'obligation de moyens. Là, on demande de la prudence, des efforts. C'est le cas du médecin. Il doit soigner avec toute son expertise, mais on ne peut pas l'obliger à guérir son patient à 100%. De l'autre côté, l'obligation de résultat. Là, c'est une garantie absolue. Un vendeur doit livrer le colis, point barre. Il n'y a pas d'excuse du style « j'ai fait de mon mieux, le résultat doit être là ». Et ça illustre brillamment comment la loi évolue avec son temps. Prenons la rénovation énergétique. Avant, l'artisan avait juste une obligation de moyens. Il devait installer l'isolation correctement, de bonne foi, et c'était bon. Mais aujourd'hui, les textes évoluent vers une obligation de résultat pour garantir une vraie baisse de la consommation d'énergie. Ce n'est plus la tentative qui compte, c'est l'impact réel et mesurable sur la facture. C'est un vrai changement de paradigme. Section 3. Responsabilité contractuelle. Que se passe-t-il en cas de rupture? Donc, le point crucial ici, c'est qu'est-ce qui se passe quand la machine déraille, quand la promesse n'est pas tenue? La justice ne frappe pas à l'aveugle. Pour être tenu responsable, il faut obligatoirement cocher 3 cases très strictes. D'abord, une faute contractuelle. Ensuite, un dommage, que ce soit physique, matériel ou même moral. Et enfin, le 3e élément essentiel, un lien de causalité. Il faut prouver que c'est bien cette faute qui a causé ce dommage précis. S'il manque un seul de ces 3 éléments, pas de dédommagement possible. D'ailleurs, parlons-en de cette faute, qu'on appelle souvent l'inexécution du contrat. C'est pas seulement le fait de ne rien faire du tout. Ça peut être un travail à moitié fait, un retard dans la livraison ou un service qui ne correspond pas du tout à ce qui était prévu. Dès qu'on dévie de l'accord de base, boum, il y a faute. Et c'est là que la victime gagne le droit de demander une compensation financière, ce qu'on appelle les dommages et intérêts. Section 4, le cas pratique de la croisière. Pour rendre tout ça super concret, prenons l'exemple d'un touriste. Une situation du quotidien où le droit prend soudainement tout son sens. L'histoire commence hyper mal. Une touriste se fait purement et simplement refouler de sa croisière. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait un visa obligatoire. Mais voilà le truc. On s'est rendu compte que l'agence de voyage n'avait pas fait son boulot de conseil au moment de la réservation, et ce manque d'informations cruciales, c'est exactement ce que l'article L. 211-8 du Code du tourisme qualifie de faute.
La décision du juge a été super claire là-dessus. Je cite, l'agence aurait dû informer sa cliente par écrit des conditions de franchissement des frontières. C'est sans appel. L'obligation de moyens concernant l'information a été totalement ignorée. Le professionnel devait guider son client, et ce silence, c'est l'inexécution parfaite dont on parlait juste avant. Passons à la suite et voyons comment ça se construit financièrement parlant. La théorie c'est bien, mais en pratique, ça donne quoi? Ça donne 1 538 € et 50 centimes. C'est le remboursement exact du prix de la croisière, une fois les taxes déduites. Ça, c'est la réparation pure et dure du dommage matériel. Le voyage n'a pas eu lieu par leur faute, l'argent doit revenir. Mais attendez, c'est pas fini. Le juge a ajouté 400 € à la facture. Et cette somme, c'est pas pour rembourser un billet, c'est spécifiquement pour le préjudice moral. La panique de se faire virer du bateau, la frustration des vacances totalement gâchées, le droit reconnaît que les blessures ne sont pas que sur le compte en banque. Le stress psychologique, ça compte et ça se répare. Et au final, toute cette logique repose sur un texte absolument fondateur, l'article 1240 du Code civil. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est d'une puissance incroyable. C'est le bouclier suprême du droit français qui garantit, depuis des générations, que nos paroles et nos contrats ont une vraie valeur. On ne peut pas juste briser une promesse et s'en aller les mains dans les poches. Ce qui nous amène à une réflexion assez fascinante pour terminer. On voit bien que les contrats glissent de plus en plus vers des résultats garantis, mesurables, plutôt que de simples promesses de faire de son mieux. Dans un monde de plus en plus exigeant sur la performance, on est en droit de se demander: est-ce que nos accords de tous les jours n'ont jamais été aussi sécurisés? C'est une pensée qui change pas mal la donne quand on y réfléchit, non?